On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous. Vous le savez, transmettre de l'espoir et de l'optimisme autour de l'école, de sa communauté éducative, des enfants et des jeunes qui la vivent au quotidien, est une mission qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Myriam Meyer, une professeure de lettres classiques dont l'humour et l'exigence ont profondément marqué ses élèves durant ses années d'enseignement en éducation prioritaire. Son témoignage vibrant a donné naissance à un livre à succès. Il s'appelle « Wesh Madame ». Il a été publié aux éditions Robert Laffont. Dans cet épisode, nous mettons en lumière les joies immenses que procure le métier d'enseignant, tout en explorant sans détour les réalités parfois sombres de cette profession trop souvent sous-estimée. Nous évoquons également ces jeunes, souvent catalogués ou oubliés, alors qu'ils incarnent souvent mieux que quiconque la bonté, l'enthousiasme et la générosité. Je suis certaine que cet épisode va beaucoup vous plaire. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Donc si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer. Oui. Donc moi, j'ai préparé une intro. Je lis l'intro, je demande comment est-ce que vous allez et on enchaîne. Est-ce que ça vous convient ? On est parfait. Bonjour Myriam. Bonjour Stéphanie. Je suis très reconnaissante que vous ayez accepté cette invitation. Je dois vous l'avouer que votre livre trône dans ma bibliothèque depuis sa sortie, puisqu'il m'a été offert par mon père, ex-enseignant et passionné d'humour, ce qui explique sans doute son enthousiasme lorsqu'il a lu votre livre à la fin de l'été 2024. Ce livre, il s'appelle « Wesh Madame », il est publié aux éditions Robert Laffont et il retrace vos 5 années passées dans le Val-de-Marne dans un collège d'éducation prioritaire en tant que professeur de français, latin et grec. À travers des anecdotes du quotidien de vos élèves, souvent drôles et cocasses, ce récit s'entremêle de vos réflexions et observations vis-à-vis de ces jeunes et de ces établissements au quotidien souvent difficiles. Sous le surnom de Madame Vieux Mot, donné affectueusement par certains élèves, vous révélez une réalité méconnue. Ces jeunes, souvent invisibilisés ou enfermés dans des stéréotypes, vous ont fait vivre certes des moments de désespoir, mais surtout des instants de joie profonde. C'est aux côtés de vos élèves que vous apprenez à être atteinte d'un cancer et qu'ils deviendront, je le cite, vos alliés thérapeutiques. Comment allez-vous aujourd'hui, Myriam ? Ça va, je vous remercie, ça va. On essaye de tenir bon. J'ai encore un lourd traitement, mais rien n'est pire que la chimio, donc je tiens. Lorsque j'ai la chance de recevoir des enseignants sur mon podcast, j'aime toujours leur poser cette première question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie professionnelle ? Et est-ce que cette envie date de votre enfance ? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je viens d'une famille d'enseignants, puisque ma mère est enseignante, mes 3 sœurs sont enseignantes, et on a vraiment la culture de la transmission dans ma famille. Et je précise que toutes sont très heureuses d'être enseignantes et adorent ce métier. Donc, ce n'était pas un rejet dû à de mauvaises ondes familiales. Simplement, en bonne petite dernière, voilà, je voulais absolument me démarquer. Et moi, je rêvais d'être comédienne de théâtre. Mais j'adorais la littérature, donc je fais des études de littérature. Et en parallèle, je prenais des cours de théâtre. On va dire que le cours de ma vie, qui a été un petit peu rock'n'roll, a fait qu'à un moment donné, j'ai accepté d'être contractuelle, de faire un remplacement. Et ça a été un premier
une première petite révélation. Mais j'étais consciente, puisque j'avais enseigné à la Légion d'honneur, c'était mon premier poste de contractuel, que c'était pas du tout représentatif en fait de la réalité des établissements scolaires. Et puis voilà. Mes aventures personnelles font qu'à un moment donné, je me dis, ma foi, tu as fait des études de lettres, tu as bien aimé cette expérience-là, tu devrais peut-être passer le concours. Je passe le concours et je m'étais retrouvée, donc toujours comme contractuelle, devant des élèves qui m'ont fait sentir que vraiment là était ma place. Ça a été ma révélation. En fait, ce sont les élèves qui m'ont montré que j'étais à ma place, que j'étais heureuse, que j'étais utile, que ça avait du sens. Et je dis souvent voilà, que ce sont eux qui m'ont révélé ma vocation et non pas moi qui suis venue avec cette espèce de conviction première que j'allais tout changer. C'est vraiment eux qui m'ont fait sentir que là où j'étais, je pouvais être utile. C'était il y a combien de temps ? Ça, c'était, oh mon Dieu, c'était en 2012. Donc ça commence à dater un peu. D'ailleurs, en REP, j'y étais pendant 6 ans en fait. Ah, pas 6 ans. 5. Ouais. Pardon, je modifierai dans l'intro. C'est pas dramatique. Est-ce que depuis le début, vous avez pris cet automatisme de noter tous ces instants de vie avec vos élèves dans votre classe ? Dès le premier jour. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça un petit peu, vous savez, comme les parents quand ils entendent une perle de leur enfant qui se disent « Ah ça, il faut absolument que je le note » et puis on ne le fait pas et on regrette. Et moi, j'ai été tellement estomaquée dès le début par cette réalité très contrastée, très baroque, que je me suis dit « Voilà, je note ». Alors, je notais, c'était pas tout à fait académique, je notais sur une feuille volante, sur mon agenda. Et comme j'avais 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir, j'avais le temps de reprendre les notes que j'avais prises pendant la journée en rajoutant les éléments de contexte qui étaient encore frais dans mon esprit. Et à quel moment vous est venue l'idée d'en faire un livre ? Je crois qu'à un moment donné, à force d'ouvrir ce document Word où j'ajoutais les anecdotes les unes après les autres ou des réflexions jetées comme ça après un cours particulièrement sportif ou difficile, je me suis dit, mais c'est un livre ça. Et plus le temps passait, plus je me suis dit, mais ces élèves-là, ils sont tellement particuliers, fantastiques, désespérés, pleins d'espérance qu'il faut que j'en parle. Il faut vraiment que j'en parle. Il faut qu'on sache qu'ils existent, que les réseaux d'éducation prioritaire, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Mais je viens d'une famille où on a le culte des grands auteurs, et je ne me prenais pas franchement pour Zola. Et s'il fallait que j'attende d'être Zola pour envoyer mon manuscrit à un éditeur, j'aurais dû attendre très longtemps. Et c'est le cancer qui a été le déclic. Je me suis dit, ma foi, peut-être que j'ai que 6 mois devant moi, j'en sais rien. Vivons tant que nous pouvons le faire. Et je me suis promis que je devais ça à ces élèves. Donc je l'envoie à un éditeur, on verra bien ce qui se passe. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et en effet, c'est un grand succès médiatique et on a vu qu'il y avait énormément de critiques élogieuses au sujet de votre livre. Est-ce que vous y attendiez un tel succès ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai été élevée avec l'idée qu'il fallait faire de son mieux, essayer. Donc vraiment, je m'étais promis que j'essaierais de le faire publier, que s'il était publié, tant mieux. Et puis s'il rencontrait son public, tant mieux aussi. Je disais à un de mes amis, mais si j'en vends 500, ce sera formidable. Si j'en vends 1000, c'est le Pérou, parce qu'il y aura d'autant plus de gens qui entendront parler de mes gosses, comme je dis. Donc non, je suis un petit peu tombée de ma chaise, honnêtement. Et j'étais très touchée de constater que ce que je décris rencontrait un écho très favorable. Et dans les signatures, dans les dédicaces, etc., même avec les journalistes, j'ai toujours quelqu'un qui va venir me voir en me disant « mais ma sœur est enseignante, elle vit ce que vous vivez, mon petit-fils prépare le concours, ça va l'aider, etc. » Et c'est très enrichissant de se dire que ça permet peut-être d'aider un peu les gens à appréhender différemment toutes les problématiques liées à l'éducation nationale en général et à l'éducation en particulier. Est-ce que vous avez été lu majoritairement, vous pensez, par des enseignants ou aussi également par des parents et par d'autres profils ? Alors, je ne pourrais pas faire de statistiques. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est assez diversifié. Cela étant dit, sur Instagram notamment, je reçois beaucoup de témoignages d'enseignants qui me remercient et je suis très touchée par ça parce qu'ils se retrouvent dans ce témoignage et le métier d'enseignant qui est superbe est très abîmé aujourd'hui et je crois que les collègues ont besoin
qu'on montre la beauté de ce travail, la beauté de leur engagement, et qu'on arrête d'être dans ce prof bashing permanent, de mettre un petit peu le projecteur. En mettant le projecteur sur les élèves, je ne réalisais pas que je mettais le projecteur aussi sur les enseignants. Et ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de professeurs m'écrivent en me disant merci parce qu'enfin on parle de nous d'une façon positive. Et justement, comme vous le dites, les élèves ont une place centrale dans votre livre. Pourquoi vous avez fait ce choix de laisser une telle place aux enfants et aux jeunes dans votre ouvrage? Mais parce qu'ils prennent beaucoup de place, parce que tout tourne autour d'eux. Quand on devient enseignant, bien sûr, on devient enseignant avec le désir de transmettre une discipline. Donc dans mon cas, c'était le français, le latin, le grec, et puis j'avais fait un club de théâtre aussi. Mais on ne transmet pas une discipline de façon abstraite, on a des élèves en face de soi. Et moi, quand j'ai rencontré ces différentes promotions d'élèves, et qu'ils ont pris beaucoup de place dans ma vie. Je dis souvent que le collège était ma deuxième maison et quelquefois ma première maison. Il m'a semblé naturel en fait de m'effacer un petit peu pour les montrer dans toute leur complexité. Alors dans leur complexité qui peut être effrayante quelquefois parce que la situation est objectivement alarmante, mais dans leur complexité qui peut être magnifique, pleine d'espérance. Et ça, j'avais aussi envie qu'on l'entende parce que quand on dit réseau d'éducation prioritaire, alors on a tout de suite en tête tout un tas de références entre les murs, la journée de la jupe, etc. Je ne dis pas que ces témoignages sont faux, pas du tout. Ils disent une réalité qui est indéniable. Moi, j'ai vécu une réalité baroque, de la violence, de la douceur, de la dureté, une grande générosité aussi, beaucoup de larmes, beaucoup de rires, et tout ça, c'était avec les élèves. Donc, ça me paraissait naturel et évident que ce soit eux qui soient mis en premier. C'était pas le journal de bord d'une prof au bord de la crise de nerfs. C'était « voilà ce que j'ai vécu avec eux ». Si on revient au début de vos années en réseau d'éducation prioritaire, est-ce que vous aviez des préjugés avant de démarrer cette aventure ? Alors, des préjugés au sens strict du terme, non, mais j'avais déjà fait pas mal de remplacements, j'avais beaucoup d'amis enseignants, donc je savais quelles réalités, quelles difficultés on pouvait rencontrer. Et comme je le dis souvent en riant, certains de ces préjugés se sont trouvés tout à fait renforcés. C'est-à-dire que des choses que j'avais vécues ou que des collègues avaient vécues, je les retrouvais dans cet établissement. Mais j'ai eu aussi énormément de très belles surprises. Par exemple, dans les réactions des parents. Vous avez des parents qui peuvent être extrêmement difficiles, très consommateurs, qui sont dans une position qui se mettent dans une position de puissance par rapport à vous. Et puis, vous avez des parents qui sont pleins de gratitude, très à l'écoute, qui ont un désir de voir réussir leur enfant qui est très fort. De belles surprises aussi parmi les élèves. Je dis souvent que dans la même classe, je pouvais avoir les petites filles modèles à côté de Voldemort. J'avais des élèves, garçons et filles, qui étaient des chefs-d'œuvre de gentillesse, de subtilité, d'éducation, de courtoisie, d'humour. Et ça a été une très belle surprise de découvrir à quel point ça pouvait être, en fait, le niveau pouvait être hétérogène. Voilà. On découvre à travers toutes les anecdotes que vous partagez dans le livre que l'un de vos styles d'enseignement, c'est de manier à la fois l'humour, la joie, avec une forme de fermeté et d'exigence. Était-ce votre recette magique pour les aider à se dépasser ? Je ne sais pas si c'était ma recette magique. En tout cas, ça n'était pas calculé. D'abord, pour que ce soit calculé, il aurait fallu que je l'entende en formation. Et les formations sont tellement déconnectées du terrain. Vous voyez, ça, ce serait précieux, par exemple, de dire aux étudiants qui se préparent à passer le concours, écoutez, l'humour et l'autorité, ça marche très bien, par exemple. Et on va vous expliquer pourquoi avec des éléments psychologiques à l'appui, etc. Pour en revenir à votre question, je pense que j'ai un humour... un humour naturel. Non, j'ai eu une éducation moi-même assez carrée, assez structurée. Et j'ai eu la chance d'avoir en face de moi, quand j'étais moi-même élève, des enseignants qui assumaient leur autorité, pas leur autoritarisme, leur autorité. Et j'ai vu à quel point c'était structurant et reposant et rassurant. Et je pense que les adolescents aujourd'hui ont encore plus besoin d'être rassurés et de sentir qu'ils peuvent, quand tout s'effrite autour d'eux, qu'ils peuvent s'appuyer sur des adultes responsables. Et puis l'humour, ma foi, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. Je pense que ça m'a aidée aussi dans les différentes épreuves de ma vie. Et j'ai réalisé à quel point ils respectaient ça.
à quel point ça vous posait de faire la petite blague qui faisait rire tout le monde, qui créait une cohésion. Dans des établissements où il peut y avoir quelquefois des rapports, beaucoup d'antagonisme, ça entraîne une vraie légèreté. On sait aussi aujourd'hui que la bonne humeur crée une meilleure mémorisation, par exemple. Et Dieu sait qu'il faut de la bonne humeur quand vous attaquez le subjonctif imparfait ou l'accord du participe passé. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on projette le vendredi soir en disant je vais me détendre. Donc vous imaginez le vendredi à 16h, quand vous dites à une classe de 3e, on va revenir sur l'accord du participe passé. Vous avez intérêt à avoir un peu d'humour quand même pour faire passer la pilule. En tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que je pense que si j'avais été juste dans une autorité très sèche, très dure, très, très tristoune, ça n'aurait pas fonctionné. Et si j'avais été juste dans l'humour, croyez-moi, ça aurait été vite la catastrophe parce que les adolescents ont un vrai génie. Quand ils tiennent un fil comme ça pour transformer 5 minutes d'humour en 1 heure de one-man show. Donc il faut, c'est une alchimie très subtile qu'il faut essayer de maîtriser le mieux possible. Et c'est en même temps très subtil de manier l'humour aussi, parce qu'il ne faut pas tomber à côté, etc. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir des garde-fous parce que, d'abord, les adolescents sont très susceptibles. Ils peuvent être aussi très sensibles. Très sensible, c'est l'âge des... Enfin, moi, j'ai détesté le collège, personnellement. Moi, en tant qu'individu, on peut avoir plein de complexes. La classe peut rire et on peut se sentir être l'objet de dérision. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de tendresse aussi dans le regard, dans l'attitude. Je pense que c'est vraiment le point névralgique quand on est drôle. C'est de faire très attention à ça avec des enfants et des adolescents. Certaines scènes de classe mettent en lumière la pauvreté du vocabulaire ou le manque de références culturelles chez certains de vos élèves. Est-ce que cela faisait partie de vos principaux combats dans votre enseignement avec eux ? Ah, c'était mon combat principal. Honnêtement, c'était mon combat principal parce que, alors attention, ce que moi j'ai observé en réseau d'éducation prioritaire s'observe partout. C'est-à-dire que je suis certaine que si vous allez chercher un professeur de Louis le Grand, il va prendre un ton navré en disant c'est une catastrophe, le niveau baisse. Alors ce sera certainement moins important à Louis le Grand, mais cette tendance, elle est générale. On l'observe, on voit les professeurs de fac qui sont affolés de constater qu'en licence, qu'en master, il y a des références culturelles de base qui ne sont pas acquises, qu'il y a un appauvrissement de la syntaxe, etc. Moi, je dis souvent que c'était ma religion, cet enrichissement de la langue française, parce que on le sait, lorsque les mots ne suffisent pas, ce sont les points qui parlent. Et il y a une frustration, un emprisonnement qui sont absolument terribles lorsqu'on n'a pas ces références-là, lorsqu'on n'a pas un lexique suffisamment varié, suffisamment riche, etc. Et je crois aussi qu'on a le devoir de leur donner les outils pour s'insérer dans notre pays qui a une histoire, qui a une esthétique, et que si évidemment vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi Notre-Dame s'appelle Notre-Dame, comme je le raconte dans le livre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'articles, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'adverbes, pourquoi joli, ça n'est pas exactement la même chose que magnifique. Toutes ces choses-là, en fait, sont indispensables pour se construire et aussi pour ne plus avoir peur du livre. Pour ne plus avoir peur de la lecture, pour ne pas penser que la lecture est réservée à une élite. Donc ça a été mon combat et je dois dire que les cours de vocabulaire et d'étymologie étaient passionnants, qu'ils adoraient ça. Il y a une jouissance, il y avait vraiment une jouissance dans leur... dans la façon dont ils se saisissaient de ces mots-là. Et je me souviens d'une anecdote que je n'ai pas mise dans le livre et je le regrette. Je l'ai mise en partie, où j'entends un élève en cours qui dit un mot extrêmement vulgaire, faisant référence donc à un plus vieux métier du monde. Et je le reprends en disant, on ne dit pas ça, on dit coureuse de rempart, on dit bon. Et un peu plus tard, dans la cour, des surveillants me rapportent que des élèves s'étaient traités de coureuse de rempart. Je m'étais dit, bon, moi, ça va alimenter les discussions. Donc, non, c'est central. Et c'est ce qui m'effraie, moi, le plus, c'est que lorsque vous avez du chaos dans la tête, c'est très compliqué de se construire, c'est très compliqué de ne pas se fermer des portes. Or, moi, je crois et je sais que ces élèves-là ont exactement les mêmes capacités que n'importe quel autre élève. Il faut simplement avoir le courage d'être très exigeant et de leur dire que la langue française, c'est une maîtresse très exigeante, mais très fidèle. Est-ce que c'est cet appauvrissement culturel qui vous a motivé ce voyage à Rome avec eux ?
Oui, alors c'est plusieurs choses. D'abord, je crois que nous avons besoin de beauté. Je crois que notre époque manque terriblement de beauté. Les établissements scolaires, à quelques exceptions près, il faut quand même le dire, sont hideux. Non mais c'est très laid, hein. On a souvent l'impression de voir, vous savez, une piscine municipale désaffectée. Donc ils ont besoin de beauté, et puis moi j'enseigne des matières, alors on va vous dire, vous enseignez des langues mortes. Non, non, non. Je ne supporte pas d'entendre ça. Le latin et le grec sont bien vivants. Ils sont vivants dans notre langue, dans nos mémoires, dans notre médecine, dans notre droit, dans notre théâtre, dans notre cinéma. Mais c'est vrai que lorsque vous faites plancher vos élèves sur une version de Suétone ou qu'ils apprennent la 3e déclinaison, ils ont du mal à voir immédiatement que tout ce qu'ils apprennent est vivant. Et donc, les emmener à Rome me paraissait naturel puisque ça leur permettait de toucher vraiment, d'admirer, de sentir, de déambuler dans cette culture qu'ils avaient commencé de découvrir et d'apprendre. Et ensuite, je pense que c'est des élèves qui avaient particulièrement besoin de se sentir aimés en vérité. Et l'amour exige bien des sacrifices. Et Dieu sait que l'organisation d'un voyage scolaire requiert beaucoup de sacrifices. Donc voilà, ça m'a paru être une très belle opportunité. Je l'ai faite aussi contrainte et forcée par ma principale qui me tannait depuis 2 ans en me disant mais il faut les emmener faire un voyage scolaire. Moi j'étais mère célibataire, j'avais 3 heures de trajet par jour. Je me suis dit mais complètement fada, comment est-ce qu'elle pense que je vais organiser ça? C'est très simple, il suffisait de beaucoup de nuits blanches. Ouais. Et beaucoup de nuits blanches, beaucoup de crises de nerfs, mais ça s'est fait et ils en gardent tous un souvenir extraordinaire, parce que maintenant c'est des jeunes adultes, ils ont 19, 20, 21 ans, et à chaque fois ils me ressortent leurs anecdotes. Ah madame, la basilique Saint-Pierre, ah madame, le Colisée, ça leur a laissé des souvenirs extrêmement forts. Et ça, c'est irremplaçable. Et vous, quel bilan personnel en tirez-vous? Alors, quel bilan personnel? D'abord, j'aurais mieux dû travailler mon italien avant de partir. Ça m'aurait évité quelques bévues. Non, beaucoup de reconnaissance. Le sentiment que ça a été profondément utile. Aujourd'hui, en revanche, je vous dirais que si je devais le refaire, je ne sais pas si je le referais. Parce que les gens ignorent souvent que... pardon là-dessus de dévier peut-être un peu de votre question initiale, mais les gens ignorent souvent qu'on n'est pas du tout payé pour ça. Je me souviens d'amis me disant « mais c'est payé en heures sup » et moi partant d'un éclat de rire tonitruant en disant « oui, bien sûr » et puis l'ouverture d'un plan épargne retraite et un carnet de tickets resto, ce sont des heures et des heures de travail, de stress. Vous êtes quand même responsable d'une bande d'adolescents qui sont à l'étranger. Moi, je me souviens d'un élève qui voulait absolument faire la tournée des bars, alors j'avais dû lui expliquer que c'était pas possible. Il n'y a pas toujours la reconnaissance à la clé, vous voyez, et que ce soit de l'institution ou des parents. Donc, la seule récompense, c'est le regard des élèves, et c'est immense. Mais ça ne suffit pas avec la charge de travail aujourd'hui et l'énormité des responsabilités que ça entraîne. Je ne suis pas sûre que je le referais aujourd'hui. Bon, j'ai plus le même état de santé. Ouais. Parce qu'il faut courir vite et parler fort. Et justement, pour qualifier ces jeunes, vous utilisez des mots dans votre ouvrage comme bonté, enthousiasme, émerveillement. Quelles ont été vos plus grandes sources de joie à leur côté? Et qu'ont-ils, eux, à leur manière, pu vous enseigner? Une très belle question, ça. Alors d'abord, je vais commencer par la fin de vos questions. Que m'ont-ils enseigné? Ils m'ont appris à être enseignante. En fait, dans leurs besoins, comme je l'écris dans le livre, dans leurs besoins, dans leurs carences, j'ai vu tout ce que je pouvais faire pour eux, dans leur gratitude, dans leurs échecs, dans leurs victoires. Tout ça m'a formée humainement et pédagogiquement avec une rapidité et une force absolument incroyables. La bonté, l'enthousiasme, la générosité, l'émerveillement qu'ils m'ont apporté, ça a d'abord été celui quand j'ai vu tout simplement comment ils se saisissaient des outils que je leur tendais. Quand j'ai vu des transformations absolument fascinantes, je parle du cas d'une élève qui m'est très chère et que je salue, Nadine, qui était vraiment rétive à l'enseignement en général et au français en particulier, et qui, pour des raisons personnelles, à un moment donné, a eu le déclic et s'est mise à travailler d'arrache-pied, a découvert notamment l'ivresse de la lecture grâce à Vipère au point que je lui avais prêté. Je relate donc un échange qu'on avait eu. Nadine, elle est en fac de médecine maintenant.
Voilà. Et des élèves comme ça, j'en compte énormément. Des élèves qui ont su faire mentir les statistiques, qui sont allés au bout de leur ambition, que ce soit en devenant plombier, en rentrant en école d'architecture, en rentrant en fac de médecine, mais qui ont vraiment décidé d'aller contre une forme de destin et de forger le leur, et qui m'écrivent en me disant à quel point nos cours, à quel point nos échanges les ont aidés sur ce chemin-là. Ça, c'est la plus belle récompense qui soit, parce qu'on se dit « j'ai été utile ». Et quand on fait le bilan de sa vie, avoir été utile, quand même, ça compte. Vous évoquez souvent d'ailleurs l'amour dans votre témoignage sur l'enseignement. Que représente ce mot pour vous dans ce contexte ? Alors, on m'a beaucoup... Alors, j'ai plein de réactions sur ce sujet-là. Il y a ceux qui me disent « Ah, c'est fantastique, on avait besoin de l'entendre ». Et puis, des gens qui sont très raides et qui me disent « Un professeur n'a pas aimé ses élèves, je n'ai pas aimé mes élèves, etc. » C'est du laxisme, c'est du... Bon. Je vais donc, et je vous remercie pour cette question, définir ce que j'entends par là. Quand on aime, on veut le bien de l'autre. On pourrait trouver comme synonyme la bienveillance. Et vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux. Et vouloir ce qu'il y a de mieux, quelquefois, c'est de le faire suer. Il y a eu les JO, tout le monde a trouvé ça parfaitement normal que des athlètes fassent leur travail d'athlète pour réussir. Par contre, dès qu'il s'agit d'éducation, d'enseignement, on a l'impression que la réussite va tomber du ciel toute crue. Aimer quelqu'un, c'est aussi le tanner pour qu'il apprenne, pour qu'il dépasse ses appréhensions, pour qu'il travaille, pour qu'il n'ait pas peur de se dépasser, pour qu'il n'ait pas peur d'aborder des sujets qui lui semblent un peu étrangers. C'est d'abord ça, l'amour. Ensuite, il peut y avoir une forme de tendresse dans le regard, dans les mots qu'on a, dans les encouragements. Et je pense que c'est difficile de faire ce métier si on n'aime pas un peu les élèves, voyez, ou alors on fait autre chose. Mais on peut être un excellent pédagogue sans avoir une grande tendresse pour ses élèves. Moi, il se trouve que c'était ma façon de fonctionner. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des colères homériques, de les secouer verbalement, attention, je ne suis pas pour les sévices physiques, les sévices corporels, mais voilà, d'être très exigeante, l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois qu'on a aussi eu une approche très binaire sur ce sujet-là pendant des années et qu'on en revient un petit peu. Alors, je ne vous apprends rien, la France est régulièrement pointée du doigt par l'OCDE pour le creusement, parmi les pays de l'OCDE, pour le creusement des écarts de performance entre les élèves favorisés et défavorisés. On parle d'ailleurs souvent de la fin de l'ascenseur social par l'école. Pourtant, dans votre livre, vous illustrez des cas où, je cite, vous n'auriez pas misé un copec sur certains élèves qui se sont finalement surpassés. Vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure de destin. Comment expliquez-vous leur résilience et leur courage dans cette situation ? Je l'explique pas. Si, je l'explique, c'est-à-dire que il y a les caractères, tout simplement. C'est pour ça que c'est difficile de raisonner, je pense, politiquement sur un sujet comme l'éducation, de façon individuelle. Évidemment, à un moment donné, on doit avoir un raisonnement empirique sur le sujet. Moi, ce que j'observe, c'est que c'était des jeunes gens et des jeunes filles qui avaient souvent quand même des parents qui croyaient en eux derrière. Alors, ce n'était pas le cas de tous. Il y en a aussi qui se sont vraiment construits contre vents et marées. Mais un certain nombre d'entre eux avaient des parents pour qui la réussite scolaire n'était pas un gros mot. Ça, déjà, c'est important. Et qui ont pu trouver aussi sur leur chemin des enseignants qui les ont aidés en leur trouvant un bon stage, en les guidant bien sur le chemin de l'orientation, en n'ayant pas d'idées préconçues, etc. Mais ça demande aux professeurs qui les accompagnent et à ces jeunes gens beaucoup plus de force, je pense, qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Parce qu'en plus, et ça on n'en parle pas forcément, vous êtes porté par une culture ambiante. Or, aujourd'hui, de manière générale, la culture ambiante, c'est plus les influenceurs que les académiciens, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est très difficile pour un élève de se dire moi je vais faire 5-6 ans d'études pour gagner... X milliers d'euros par an, quand en étant influenceur, quand en faisant de la télé-réalité, tout va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on a tout un travail, nous aussi, d'éducation par rapport à ça, en leur disant « Que penses-tu valoir ?» Voilà. Où est-ce que tu mets tes ambitions personnelles ? Es-tu prêt à rêver un peu plus haut que ce que tu rêvais initialement ?
Et d'ailleurs, vous mettez plusieurs fois en lumière dans votre ouvrage à quel point c'est aussi un travail d'équipe qui vous a permis d'élever ces élèves, de les accompagner au mieux. Peut-être que vous pourriez témoigner là-dessus. Oui, alors travail d'équipe, travail de la direction dont je parle beaucoup. Je dis souvent que je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu pendant 6 ans et que je n'aurais certainement pas écrit ce livre, je n'aurais pas écrit de la même façon s'il n'y avait pas eu mon extraordinaire direction. J'ai eu une principale et un principal adjoint dont je parle beaucoup dans le livre, qui étaient vraiment des hussards à l'ancienne, très fermes, plein d'humour, plein d'humanité, qui étaient très à l'écoute des élèves, mais qui avaient un respect et un soutien des enseignants dans les cas compliqués qui étaient extraordinaires. Et vous savez, quand vous sentez que vous pouvez vous appuyer sur votre direction, quand vous sentez qu'ils vont vraiment pénaliser ce qui doit être pénalisé aussi, ça, c'est fondamental. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une brochette de collègues absolument extraordinaires à qui j'ai dédié le livre aussi. Je pense à Djibril, à Paul, à Cindy, Nadège, etc. Des enseignants, des surveillants, des conseillers principaux d'éducation qui font un travail formidable. Et vous savez, il y a des moments où vous craquez quand même, des crises de larmes dans les couloirs, dans la salle des profs, quand vous êtes un petit peu à bout nerveusement, un petit peu au bout du désespoir, de pouvoir s'appuyer sur des collègues, c'est fondamental. Et j'ai une reconnaissance immense pour tous ces collègues, ceux que j'ai eus et ceux que je ne connais pas, mais qui travaillent dans le silence. Moi, je me suis retrouvée médiatisée, mais vous savez, il y a des milliers d'enseignants comme moi qui travaillent avec une ardeur, une ténacité et une foi qui sont d'autant plus admirables que les conditions d'enseignement se sont beaucoup dégradées. Et justement, vous partagez à plusieurs reprises votre point de vue sur la crise que traverse l'éducation nationale. Quels sont selon vous les principaux dysfonctionnements du système ? Il faut faire 2 autres podcasts. D'abord, je pense que l'enseignant était autrefois un peu un notable. On le voit même dans la littérature, être professeur, ça n'était pas rien. Aujourd'hui, on a complètement dégringolé à ce niveau-là. Il suffit de voir la désaffection pour les concours de recrutement, le nombre de démissions qui augmente, etc. D'abord, la première mesure, ce serait de payer correctement les enseignants. On le sait aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus, tous les chiffres sont disponibles sur Internet, la Cour des comptes a travaillé là-dessus. Payer correctement les enseignants et du coup, derrière, aussi faire un recrutement de qualité. On le sait que le niveau des concours a baissé dans un certain nombre d'académies parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Ça a été le cas à l'Académie de Créteil, etc. Et former correctement les enseignants. Moi, je vais vous dire, les formations que j'ai eues m'ont surtout fait perdre beaucoup de temps. On nous a jamais mis sous la dent, par exemple, un pédopsychiatre pour nous expliquer la psychologie de l'adolescent. C'est quand même important quand c'est 90% de notre travail, c'est ça. Des cours de théâtre pour apprendre à poser sa voix, pour apprendre à se mouvoir, pour apprendre à économiser aussi ses cordes vocales. C'est un métier qui les met à rude épreuve. Donc, le salaire, pour commencer, la qualité du recrutement, des formations qui soient sérieuses, solides. Et ensuite, mais là, je prêche vraiment pour ma paroisse, je pense qu'il faut vraiment tout mettre à plat concernant le brevet et le bac. La réforme du bac a été une catastrophe. Le brevet, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose. C'est un coût phénoménal. Et on sait que ça ne sanctionne pas vraiment un niveau de qualité. Donc, on ment en fait aux élèves, de classe en classe. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément parce que les enseignants du supérieur voient arriver des générations d'élèves qui sont un petit peu en colère parce qu'ils pensaient avoir un bon niveau. Donc, il y a tout un tas de choses. Et puis, qu'on arrête le prof bashing qui est devenu un sport national. S'il faut un Samuel Paty pour que tout le monde découvre qu'enseignant, c'est un beau métier et un métier respectable, ça va quand même être problématique. Voilà. Tout à fait. Et alors, comprenez-vous aujourd'hui que de moins en moins de personnes s'orientent vers ce métier ? Oui, je comprends. Ça me désespère, mais je le comprends. Et vous voyez, j'ai une de mes nièces qui est fantastique et qui songe à devenir enseignante et qui me posait la question un jour, qui me dit « Ah, tante Mimi, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je m'en suis voulu après, j'ai eu une espèce de recul en disant « Non, ma chérie, s'il te plaît. » Elle me dit « Mais tu peux pas dire ça, tu adores ton métier, tu as écrit un livre formidable là-dessus. » Je lui dis « Oui, je sais bien, mais je vois à quel point les conditions d'enseignement se dégradent. Donc, le salaire qui n'est pas à la hauteur, le système d'affectation
qui est totalement obsolète, qui ne correspond plus du tout à la réalité aujourd'hui. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais ces histoires de jours de carence aussi, qui sont catastrophiques. On a une mutuelle qui est absolument catastrophique. On n'a pas de médecine du travail. Vous voyez, il a fallu que j'ai un cancer pour rencontrer un médecin. C'est quand même affligeant, alors qu'on a un métier dont on sait aujourd'hui qu'il entraîne tout un tas de pathologies. Voilà, il y a plein de choses qui rendent ce métier très, très stressant, sans parler effectivement des dangers que ça représente aujourd'hui. C'est ce que j'allais ajouter. Vous parlez quand même beaucoup dans votre livre de cette triste banalité des violences dans ces établissements. Et de la violence entre les élèves, qui est quand même importante. Et puis, il y a vraiment des tabous qui sont tombés sur le caractère intouchable de l'enseignant. Moi, j'ai été vraiment extrêmement choquée de constater que, vous savez, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui n'avait fait que faire vivre le règlement sur la laïcité, qui a été menacé d'être brûlé vif. Le coupable a écopé, je crois, d'une semaine d'intégration citoyenne, un truc comme ça. Le message qu'on envoie, en fait, à la société et même aux enfants, il est assez catastrophique puisqu'il entraîne l'idée que rien n'est grave. Et je crois que c'est mentir aux enfants et aux adolescents que de leur faire croire ça. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que les enseignants, ils ont peur, ils se sentent pas forcément accompagnés. On sait aujourd'hui qu'il y a une contestation permanente sur les notes. Alors ça a été aussi le caractère quand même très problématique de Parcoursup, de la réforme du bac. C'est qu'aujourd'hui, l'enseignant est devenu un prescripteur de bonnes notes. Qu'importe si votre enfant, normalement, aurait dû avoir 7, il faut qu'il ait 15. Et si vous ne lui avez pas mis 15, vous êtes coupable. Coupable de mettre son avenir en danger. Ça aussi, c'est très problématique. Et les enseignants sont mis dans une position qui est intenable. Donc oui, je comprends que ça fasse peur. Vous savez, aujourd'hui, je parlais encore avec une collègue il y a quelques jours, qui est agrégée, qui est enseignante depuis 25 ans. Eh bien, sur l'Académie de Paris, les contractuels sont prioritaires par rapport aux titulaires. C'est quand même, c'est problématique quand vous vous lancez dans ce métier-là. Ça ne fait pas rêver grand monde. Donc, il y a tout ça. Et moi, ça me désespère parce que c'est un métier superbe et que si on l'estimait à sa juste valeur, je crois que beaucoup de choses pourraient changer, y compris l'avenir des élèves. Est-ce que vous arrivez à garder une forme d'espoir ou d'optimisme vis-à-vis de notre école ? Toujours, mais même en chimio avec la boule à zéro, je me dis j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Oui, parce que je refuse de céder au désespoir et que je crois aux révolutions silencieuses. Et je crois que changer le cours de la vie d'un seul élève peut quelquefois avoir des conséquences inimaginables. Cela étant dit, je suis très préoccupée, vraiment très inquiète pour la cause de notre jeunesse que je ne cesserai jamais de défendre, mais qui est quand même alarmante, quoi. Alors, je vais vous poser ma dernière question, la question rituelle. Vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Qu'on ne leur mente plus, qu'on leur donne ce qu'il y a de mieux, qu'on n'ait pas peur d'être exigeant, de rêver très haut et très fort pour eux, et que pour ce faire, on mette à leur côté des enseignants heureux, épanouis et considérés à leur juste valeur. Merci Myriam. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.